Et ben on est parti, premier enregistrement 2026. Je suis ravi d'être avec toi, Laurie. Merci Xavier, je suis ravie d'être ici aussi. Et puis vous, les auditeurs, bonjour et bienvenue dans The Big Shift. Si c'est pas encore le cas, c'est vraiment le moment de vous abonner. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et nous, ça nous aide énormément. Vous pouvez aussi partager les épisodes que vous aimez bien. C'est un très très bon moyen de commencer à engager la conversation avec vos proches sur des sujets que vous savez pas trop bien aborder. Mais après, comme ça, vous pouvez créer des discussions avec ça. Donc abonnez-vous et partagez les épisodes. Ça nous aide aussi énormément. Et bon épisode. Je me suis toujours dit que le progrès médical était forcément une bonne nouvelle. Plus de soins, plus d'hôpitaux, des meilleurs médicaments. Puis là, je suis tombé sur le PTEF, le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, et notamment sur un volet santé que tu as coordonné en 2023. Ah zut, est-ce que notre système de santé, dans sa forme actuelle, nous rend malades, n'est plus soutenable? En France, il émet plus de 50 millions de tonnes de CO2 par an. C'est une approximation, je crois. En très clair, nos soins nous rendent malades. Pour en parler, je reçois du coup Laurie Marot, tu es chercheuse en santé publique, tu es coordinatrice du rapport Décarboner la santé du Shift Project, tu es maîtresse de conférence à l'école l'école de la haute santé publique, c'est ça? L'école des hautes études en santé publique. Personne n'y arrive du premier coup, il n'y a pas de parce que moi, j'avais même pas l'acronyme. J'ai essayé de rechercher l'acronyme, mais il est compliqué aussi. Donc voilà, on va explorer un peu ce sujet sensible parce que toucher à l'assurance maladie, ça pique toujours un peu, ça gratte toujours un peu. Et voilà, est-ce qu'on peut continuer à soigner comme avant dans un monde qui a changé radicalement? C'est un peu l'objet de cet épisode. Puis j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur ce paradoxe de départ. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le système de santé qu'on connaît contribue aux problèmes qu'il est censé résoudre demain? Alors, j'aimerais quand même faire une toute petite introduction avant de répondre par un oui ou par un non à cette question. Déjà, effectivement, les progrès médicaux et les progrès scientifiques d'une manière générale sont un immense bénéfice pour la population. Et il est clair que au Shift, comme à l'école, on soutient ces progrès médicaux qui nous permettent de vivre en bonne santé, de vivre plus longtemps, de vivre avec moins de douleurs, de guérir parfois des pathologies qui sont très difficiles, de maintenir nos enfants en vie, parce qu'il y a un siècle et demi, c'était presque la moitié des nourrissons qui pouvaient mourir avant l'âge adulte. Donc effectivement, tout ça est très précieux. Je suis encore allée chez le dentiste il n'y a pas longtemps et je peux vous assurer que les technologies modernes, je les adore dans le système de santé. Donc il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. L'introduction fait un peu Amish, il faut arrêter de se médicamenter. Oui, alors on n'est pas du tout sur cette lignée-là, rassure-toi. Mais effectivement, ce système de santé, c'est aussi le fruit et le produit d'une société thermo-industrielle qui elle-même repose beaucoup sur des énergies fossiles. Et donc, ce qu'on a fait au Shift, c'est qu'on a essayé effectivement de regarder un petit peu quel était l'impact de ce système de santé. Et il en a un impact, donc je pourrais le détailler par la suite. Tu as dit en introduction à peu près 50 millions de tonnes équivalent CO2. Alors, ça dit peut-être rien aux gens qui nous regardent. Donc, c'est certainement... il faut plutôt regarder en fourchette parce que les outils de mesure et de calcul aujourd'hui du carbone ne sont pas nécessairement extrêmement précis. Et là aussi, je pourrais détailler pourquoi. Parce que tout ne dépend pas de nous et tout n'est pas fait en France. Mais en gros, oui, entre 45 et 50 millions de tonnes équivalent CO2, c'est à peu près 7 à 8% de l'empreinte nationale aujourd'hui qui est due au système de santé. Donc, nécessairement, ça participe au réchauffement climatique et nécessairement, ça aura un impact sur la santé des populations. Et donc, il y a un peu ce cercle vicieux où notre système de santé, alors 7 à 8%, c'est beaucoup. On parle souvent de l'alimentation, on parle souvent des mobilités, on parle beaucoup de l'aérien qui représente peut-être 5 à 6%. Alors, beaucoup moins que ça. Moins que ça. Oui, c'est autour de 2-3% l'aérien. Ouais, alors il me semble qu'on monte à 5 ou 6 quand on prend en compte les condensations, les traînées de condensation et des trucs comme ça. Exactement, oui. Donc là, on est au-dessus. Alors, loin de moi, l'idée de mettre en comparaison, à se dire on peut garder l'aérien si on enlève le système de santé ou quoi que ce soit. Mais pourquoi est-ce que c'est un sujet dont on n'entend pas parler quand on parle de réduction des empreintes carbone des grands sujets, des grands secteurs? Je pense que dans l'imaginaire collectif, ce qui fait du bien ne peut pas faire de mal. Donc nécessairement, le système de santé, déjà dans sa construction, c'est une industrie de service plutôt que de biens. C'est pas, on ne pense pas au système de santé en tant que quelque chose qui va vendre des biens matériels. On pense à des personnes qui soignent, qui se déplacent, à des médecins, à des infirmières, à des aides-soignants, etc. Et c'est vrai qu'on ne voit pas forcément l'impact qui est associé. Après, il peut y avoir un peu une dimension qui est un peu tabou, qui est de dire, en fait, si on commence à calculer l'impact de ce système de santé, ça veut dire que potentiellement,
on va le modifier et on n'a pas forcément envie de le modifier parce que on veut le conserver et le garder. Donc, il y a peut-être aussi une crainte par rapport à ça. Alors que l'idée, là, c'est vraiment de le renforcer et de lui permettre de tenir sur la durée parce qu'on voit que par ailleurs, le système de santé a déjà des fragilités aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un peu un faisceau de choses. Et puis aussi un troisième point, c'est que initialement, quand on calculait le carbone, on regardait un peu les secteurs primaires, c'est-à-dire l'agriculture, l'industrie, la mobilité, etc. Et finalement, le secteur de santé, il est transversal. Et il va aller un peu piocher dans l'intégralité de ces secteurs primaires pour fonctionner. Est-ce que ça veut dire que la santé, elle est comprise en fait dans ces pôles qu'on a déjà évoqués, donc alimentation, et probablement que dans l'alimentation, on a déjà condensé en fait, je sais pas, l'alimentation dans les hôpitaux, etc. Dans la partie supply, industrie, on a peut-être déjà intégré les émissions de la fabrication du matériel médical, etc. Oui, alors pour l'alimentation, typiquement quand on calcule le poids carbone de l'alimentation en France, il intégrera nécessairement aussi l'alimentation qu'il y a dans les hôpitaux, par exemple. Par contre, si vous calculez le poids carbone de l'alimentation à l'hôpital, vous allez le prendre en compte spécifiquement pour un établissement ou pour un système au niveau d'un territoire, etc. Parce qu'en fait, vous attribuez la responsabilité de l'achat de cette alimentation à l'hôpital. Et donc, c'est lui qui peut gérer la décarbonation ou pas des assiettes qu'il va proposer aux patients. Et par ailleurs, le sujet de l'alimentation à l'hôpital est déjà un grand débat, une grande discussion. Mais là, pour le carbone, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est celui qui achète ou c'est celui qui gère les différents postes qui va avoir la responsabilité de devoir le faire baisser. Ouais. Alors, tu disais que on avait un peu peur, du coup, de mettre les mains là-dedans dans quel était l'impact de notre système de santé. Parce qu'on a peur peut-être de la transformation nécessaire, parce qu'on a peur du changement. À quel moment est-ce qu'on s'est dit, OK, on y va, maintenant il faut le calculer cet impact? Qui s'est dit ça et comment est-ce qu'on... Parce que vous me disiez que vous étiez assez peu à travailler sur ces sujets. Oui. Quand est-ce qu'on s'est dit, vas-y, il faut qu'on y aille calculer cet impact? Alors, on est de plus en plus quand même à travailler sur ces sujets et les portes d'entrée sur la question de la transition écologique en santé, elles ont été variées. Donc, on va dire que sur l'impact carbone, les tout premiers, ça a été le NHS anglais, le National Health Service anglais, qui est l'équivalent de notre système de santé. Et ils ont fait une évaluation. L'assurance maladie, ça qui est plus large que ça? Oui, l'assurance maladie, système de santé, parce qu'ils ne fonctionnent pas exactement comme nous en termes de structure, mais oui, on va dire que c'est leur système de santé. Et notamment, l'évaluation carbone du NHS, elle a été réalisée pour la première fois en 2009. Donc, il y a quand même plus de 15 ans, et avec une planification à l'époque de décarbonation. Et ils avaient, eux, des Green Teams, qui étaient donc des équipes vertes dédiées à cette décarbonation du système de santé. Dans les années 2010, d'autres pays se sont mis à calculer l'empreinte, notamment les États-Unis, qui sont autour de 10% de leur empreinte nationale qui est dédiée à la santé. Voilà. Et puis, progressivement, on s'est interrogé. Alors moi, je suis arrivée sur le sujet de la santé par une voie détournée, puisque je m'intéressais aux technologies de santé, puis à l'impact de ces technologies de santé. J'ai intégré le Shift Project, et puis voilà, en déroulant le fil, il y a ce programme santé qui a émergé. Donc effectivement, en 2019, on a commencé le programme. En 2021, il y a eu une première publication sur l'impact carbone du système de santé. En 2023, il y a eu une mise à jour. 2025, sur les industries, on pourra peut-être en parler. Et voilà. Et l'idée, c'est de progresser dans la compréhension de cet impact carbone. Mais je tiens à souligner qu'il n'y a pas que l'impact carbone pour le système de santé. Il y a une diversité d'impacts des activités de l'hôpital sur l'environnement, et notamment les pollutions médicamenteuses, par exemple, et puis les autres types de polluants qu'on peut utiliser pour nettoyer, désinfecter, etc. Et tout ça, aujourd'hui, c'est déjà pris en compte et considéré par de nombreux acteurs au sein du système de santé. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises pour dépolluer le système de santé depuis longtemps. Mais voilà, sur l'impact carbone, c'est vrai qu'on a été, on va dire, parmi les premiers à pouvoir livrer un diagnostic un peu détaillé de l'empreinte carbone du système de santé français. Ça paraît évident qu'il ne faut évidemment pas regarder ce sujet uniquement au prisme de l'impact carbone. Et d'ailleurs, on le dit sur tous les autres sujets que regarder uniquement le carbone, c'est regarder avec des œillères et avec une toute petite lorgnette l'ensemble des impacts. Et donc ça, aujourd'hui, on le sait. Maintenant, du coup, au Shift Project, c'est quand même globalement c'était le travail principal d'évaluer un peu cet impact-là. Donc c'est là-dessus aussi que tu as ta compétence, je pense.
pour nous éclairer aujourd'hui. Tu dis il y a plein d'autres impacts. Ce que tu disais dans une conférence que j'ai regardée, c'était 85% des émissions de la santé sont indirectes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que du coup c'est intraitable ? Alors non, ça ne veut pas dire que c'est intraitable, ça veut dire que ça ne se passe pas directement sur le lieu du soin. Donc on va avoir effectivement des émissions qu'on dit directes, donc ça va être l'utilisation du chauffage, la flotte de véhicules elle va être de l'hôpital, elle va être considérée comme émission directe, certaines ambulances par exemple, et puis la consommation de réseaux de chaud et de froid dans l'hôpital. Certains gaz anesthésiants, alors des fois ils sont compris dans les médicaments, des fois ils sont compris dans les émissions directes, on pourra détailler pourquoi. Mais en gros, la grande majorité des émissions, elle ne vient pas du territoire français. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une chaîne d'approvisionnement pour assurer ce système de santé. Et donc, la grosse partie des émissions, ça va être les médicaments et les dispositifs médicaux qui, dans leur très grande majorité, ne sont pas fabriqués en France, même si on a une activité industrielle pharmaceutique en France qui n'est pas insignifiante du tout. Mais qui... Donc ça, c'est 50% de l'empreinte carbone du système total ? À peu près, oui. Voilà, avec des incertitudes, on pourra venir. C'est le poste qui est le plus incertain et on pourra revenir dessus. Mais oui, c'est très significatif. Et dans tous les cas, même en prenant en compte les incertitudes, ça reste le premier poste. Voilà. Ensuite, on a une dizaine, un peu plus, entre 10 et 15%, ça dépend ce qu'on compte, mais des déplacements, donc patients plus professionnels. La mobilité a fait aussi partie de ce bilan carbone et elle ne se passe pas à l'hôpital, en fait. Ça va se passer autour. Il va y avoir l'approvisionnement alimentaire. C'est pareil, c'est pas cultivé dans l'hôpital. Ça serait génial, hein. Peut-être dans certains cas, c'est le cas, mais à part quelques jardins thérapeutiques, en fait, ça va pas être sur place. Voilà, il va y avoir le numérique, il va y avoir les immobilisations, la construction, il va y avoir aussi certains services et puis le retraitement des déchets. Et donc, voilà, tout ça ne se fait pas à l'intérieur de l'établissement. Donc, c'est considéré comme étant effectivement des émissions dites indirectes qui correspondent en fait à des secteurs qui vont venir rendre service à l'hôpital, mais qui ne produisent pas au sein même de l'hôpital. Ouais, tu vois, quand on m'a dit impact carbone, impact sur le système de santé, je me suis tout de suite dit déchets parce que... matériel à usage unique, parce que stérilisation, parce qu'il faut absolument qu'on évite la propagation de virus, de bactéries, etc. Donc, les déchets doivent être un poste hyper important. En lisant, du coup, une partie du rapport, je voyais que c'était à peu près 2 à 3% des émissions uniquement. Comment est-ce qu'on explique ça ? Pourquoi est-ce que, du coup, on a un peu ce prisme, cette vision du déchet comme étant l'élément principal ? Le déchet est un poste très important, mais en fait, en proportion, il ne représente effectivement que 2 à 3% de l'ensemble. Mais le déchet seul, hein, si on regarde en valeur absolue, c'est autour de 700 000 tonnes de déchets plastiques l'hôpital annuel. Il faudrait regarder les chiffres précis de l'Agence nationale de l'appui à la performance des établissements de santé, l'ANAP, mais en gros, c'est ces évaluations-là. C'est un poste très important, c'est un poste qui émet. Mais en fait, il émet quand même en proportion beaucoup moins que la production, la fabrication des médicaments, les déplacements, l'alimentation, etc., etc. Et c'est vrai qu'on a dans l'imaginaire commun l'idée de se dire que ce qui émet le plus, c'est ce qui se voit. C'est ce qui est visible, oui. C'est ce qui est visible. Donc le déchet, on le voit, il traîne partout. Pendant la crise Covid, vous aviez des masques... à ne plus savoir quoi en faire dans les rues. Exactement. Exactement, qui traînaient partout. On va penser aux seringues, on va penser aux casaques des chirurgiens, on va penser aux dispositifs médicaux de diagnostic, aux tensiomètres, on va penser... voilà. Donc tout ça, en fait, on va se dire, si quand c'est jeté, ça produit énormément de déchets. Et en fait, ça produit du déchet, mais en proportion de tout le reste, en fait, c'est le bout de la chaîne et c'est pas tellement émetteur comparé à la production, par exemple, des médicaments et des dispositifs médicaux. Ouais. Dans mon ancien travail, je montais une boîte de recyclage plastique pour un groupe industriel qui fabrique des emballages en plastique. Et j'avais étudié le marché du coup des poches de transfusion, parce que c'est du super bon plastique. Oui. Et il y en a des tonnes et des tonnes. Alors il y avait tous des sujets, il y avait plein de sujets sanitaires sur comment est-ce qu'on fait pour les récupérer, pour les rendre aptes en fait à être refondus, réutilisés. Mais c'était super intéressant. Et effectivement, ça se comptait en dizaines de milliers de tonnes. Ouais. Incroyable. Donc
déchets, a priori, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les réduire, mais oui. c'est le plus simple en tout cas, c'est probablement le plus accessible pour se dire, pour mettre une action dessus, quoi. Oui, et puis vous avez des super actions de récupération, de recyclage. En fait, tout ce qui peut être fait doit être fait. Ça, c'est un des messages qu'on porte aussi. Et quelle que soit la porte d'entrée sur le sujet de la transition écologique, il ne faut pas hésiter à y aller. Donc, vous avez par exemple l'association comme les Petits Doudous qui récupérait les lames, je crois, de chirurgie pour pouvoir les revendre, les revaloriser et après... notamment, ils apportaient au service de pédiatrie des petits doudous pour les enfants ou d'autres, on va dire, dispositifs ou jeux pour aider les enfants à mieux vivre leur hospitalisation. Donc là, il y avait une vraie démarche de la part des soignants pour rentrer dans cette logique du recyclage, qui n'est pas du coup que du recyclage, qui est une vraie amélioration aussi de la qualité de vie des patients. Enfin, il y a tout un projet qui est derrière. Donc moi, je ne peux qu'encourager les gens qui vont rentrer par cette porte des déchets, parce qu'en fait, c'est un fil, le déchet, et il y a toute la bobine qui est en haut. Et quand on tire sur le fil, on voit, en fait, il y a la bobine du transport. En fait, il y a la bobine de la production. Mais en fait, c'est pas nous qui produisons. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc, c'est pas une mauvaise porte d'entrée. Enfin, vraiment, moi, je pense que c'est même une porte d'entrée très intéressante. Elle s'occupe aussi de nettoyer l'environnement direct, parce que, en fait, les déchets, ils sont partout autour de nous et ça nous déplaît. Et on sait aujourd'hui, c'est pas ma spécialité, mais on sait aujourd'hui que ces déchets plastiques, ils finissent par avoir un impact sur la santé. On a quand même de plus en plus de preuves sur ça. Donc vraiment, si vous êtes tenté par le retraitement des déchets, allez-y. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que c'est pas le traitement du déchet seul qui fera la décarbonation du système de santé. Ouais. Donc ça, c'est 2 à 3%. Grosse majorité sur la production des médicaments. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on prescrit trop? C'est quoi le sujet là-dessus? Ça veut dire qu'on achète pas mal de médicaments qui sont produits dans des conditions qui émettent beaucoup de carbone. Et ça, quand tu compares par exemple au NHS, c'est des résultats qui sont similaires ou est-ce que c'est différent en France? En proportion, oui, on est tout à fait similaires et en gros, les scopes 3, ce qu'on appelle les scopes 3 ou les émissions indirectes en proportion sont à peu près toujours les mêmes. Donc, on n'est pas très loin. En ordre de grandeur, on est vraiment assez similaires. Donc ça, c'est le système anglais, pour rappel, pour ceux qui ont loupé l'élément en début d'épisode. Exactement, oui. Donc, est-ce qu'on prescrit tout? Alors, on peut partir tout de suite sur la question des médicaments, si tu veux, ou y revenir après. Mais, donc, le médicament, comme c'est un très gros poste, on a décidé de le regarder d'un petit peu plus près. Donc, ça, c'est un travail qui a été notamment piloté par Mathis Egnel au Shift Project sur les industries de santé avec Baptiste Verneuil. Donc, ils ont regardé plus précisément comment on pouvait en fait décliner ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire aller regarder où est-ce qu'il y a du carbone qui est émis à chaque étape de la production, de l'utilisation et de la fin de vie du dispositif ou du médicament. Et effectivement, on constate qu'on a beaucoup de ces médicaments qui sont importés d'Asie à partir de systèmes, on va dire, électriques ou de mix électriques qui sont très carbonés. Et ça représente l'essentiel des émissions au carbone. Après, tu vas avoir des différences entre ce qu'on appelle les médicaments chimiques et les médicaments biologiques. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on va dire qu'il va y avoir des postes d'émissions qui sont un peu plus spécifiques aux médicaments chimiques et d'autres qui sont un peu plus spécifiques aux médicaments biologiques que tu dois maintenir à une certaine température dans des réacteurs et tout ça aussi, c'est de l'énergie, et voilà. Et dans le rapport qui a été fait sur les industries de santé, il y a des propositions pour commencer à réduire ces émissions liées à la production. Donc ça, c'est si on regarde la production. Il y a par exemple modifier le nombre de pas de synthèse pour les médicaments chimiques. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais pour te dire qu'il y a des possibilités de réduction au niveau de la production et du coup, au niveau des industriels, parce que là, c'est le boulot des industriels d'aller regarder. Et ça, les labos, ils sont... Enfin, je veux dire, c'est une industrie qui est souvent un peu opaque, sur laquelle on se protège énormément sur des dizaines d'années quand on a créé un produit. Ils sont OK pour diffuser des analyses de cycle de vie qui soient complètes sur ce qu'ils produisent? Alors en fait, il y a deux problèmes. Le premier, c'est sont-ils OK pour diffuser les analyses de cycle de vie précises? Ça va dépendre un petit peu des conditions, des brevets, du niveau de secret industriel, etc. Mais parfois, c'est le cas. Voilà. Sauf que, en fait, le deuxième problème, et c'est peut-être le plus important de très loin,
c'est qu'ils ne les ont pas à disposition, les analyses de cycle de vie. Ouais. Ils n'ont jamais eu besoin de raisonner en termes d'émissions carbone jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, ils raisonnaient en termes de rentabilité, d'évaluation coût-bénéfice. Bienfait patient et rentabilité, quoi. Absolument, avec une dimension environnementale, mais qui était plutôt liée à quel est le niveau de pollution environnementale directe autour des usines, quelque chose comme ça. Donc là, il y a une réglementation européenne, etc. Mais en gros, ils n'ont jamais eu besoin de le regarder. Donc, les analyses de cycle de vie, c'est pas gratuit. Des spécialités, il y en a des milliers, des spécialités médicamenteuses. Donc, il faudrait avoir un véritable investissement du côté des industriels. Ils ont une capacité d'innovation qui est très forte, cependant. Donc, il y a la possibilité d'un effort industriel qui est réel et qui pourrait commencer à arriver là dans les années qui viennent. D'ailleurs, les représentants, les syndicats des médicaments comme le LEM ou d'autres comités stratégiques de filière des médicaments aujourd'hui se positionnent de plus en plus en disant voilà, il faut qu'on ait une planification pour la décarbonation de la production. Ouais. Donc ça, c'est on va dire pour la partie production. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent quelque part, mais néanmoins aujourd'hui, on commence à poser noir sur blanc cette nécessité de la décarbonation des médicaments et des dispositifs médicaux. Et ça, qu'est-ce qui peut l'accélérer ? Je veux dire, est-ce que j'ai enregistré un épisode sur le marché des quotas carbone il y a quelques mois où tu forces tes entreprises à réduire leurs émissions, scope 1, scope 2, scope 3, parce que en fait, ils sont obligés d'acheter des quotas pour chaque tonne de CO2 qu'ils émettent. Mmh. Est-ce qu'on pourrait voir ce genre de choses sur le marché du médicament avec, je sais pas, par exemple, où tu conditionnes en fait le remboursement d'un médicament en fonction de son impact carbone, ce qui pourrait pousser certains laboratoires à être meilleurs que d'autres et donc à être mieux remboursés derrière. Alors, c'est parmi les possibilités qu'on a envisagées, nous, il y a la question de la réglementation, notamment les autorisations de mise sur le marché. On dit, on modifie en fait les autorisations de mise sur le marché ou le renouvellement de l'autorisation en disant, on a à minima besoin d'avoir la transparence carbone sur le produit que vous suggérez. Donc, en fait, il faut que vous fassiez à minima un travail d'analyse de cycle de vie. C'est aussi quelque chose qui est demandé aujourd'hui par le NHS et qui sera normalement en vigueur en 2027-2028. Bon, il y a toujours une incertitude sur le temps, la temporalité, mais c'est dans les tuyaux et il est très probable qu'on ne revienne jamais en arrière. On pourra en discuter après parce qu'en fait, cette question carbone, c'est aussi une question de résilience et de soutenabilité du système dans son ensemble. Donc, on pourra en reparler. Donc, sur la réglementation, il y a effectivement des leviers qui peuvent être mobilisés. Il y a aussi le fait que le critère environnemental, le critère carbone va commencer à peser dans les évaluations médico-économiques. Alors pour l'instant, ça, c'est assez faible, c'est autour de 5-10%. Et l'idée, c'est de voir comment on peut équilibrer un petit peu cette balance pour qu'il n'y ait pas que l'économique ou que le bénéfice rendu qui soit regardé. Parce qu'un bénéfice rendu à court terme, qui par ailleurs est extrêmement carboné, c'est des années de vie perdues pour nos enfants ou nos petits-enfants. Donc, dans nos modèles économiques aujourd'hui, en fait, on doit commencer à considérer que ces années de vie perdues pour nos enfants et nos petits-enfants, ça ne vaut pas zéro. Donc, c'est important à considérer. Et ça, comment concrètement tu arrives à le considérer dans ce... En fait, tu peux, par exemple, envisager... Alors, les méthodes n'existent pas encore, mais nous, on travaille avec des gens qui essaient de les développer. En fait, tu vas regarder moins en argent, on va dire, en dollars ou en euros, qu'en années de vie en bonne santé, récupérées ou perdues. Et donc, en fonction de ces années de vie, de la conversion que tu peux faire sur tant de carbone émis égale tant d'années de vie perdues ou tant d'années de vie en bonne santé perdues, en fait, tu peux faire des estimations du gain réel du médicament ou de la molécule qui est proposée. Du coup, pas uniquement à l'instant T, mais sur une durée qui est un peu plus longue. Voilà. Donc, ça ne pourra pas prendre en compte, on va dire, l'humanité pour 1000 ans, mais au moins considérer qu'il faut regarder au moins nos impacts jusqu'à la fin du siècle ou un peu plus, parce que c'est presque déjà là, la fin du siècle, ça va très très vite arriver. Avec les conséquences, on n'en a pas parlé, mais des conséquences sanitaires du changement climatique qui vont être quand même colossales dans les dizaines d'années qui viennent. Donc voilà, donc ça aussi, ça fait partie des leviers qui pourraient être activés. Et en plus, l'avantage de ça, c'est que c'est des outils que l'assurance maladie utilise pour ses évaluations
on va dire, au quotidien. Donc, si on arrive à intégrer cette dimension-là dans les outils qui sont déjà utilisés, c'est très facilitant pour le décideur public parce que, en fait... pour une mise sur le marché, tu veux dire. Voilà, la mise sur le marché ou, par exemple, les années de vie perdues et du coup de faire des analyses médico-économiques qui intègrent aussi la dimension années de vie perdues pour la génération qui vient. Voilà. Super intéressant. Ça paraît complexe et en même temps pas si loin, quoi. Souvent, je dis si j'y arrive, c'est bon, vous pouvez y arriver aussi. Parce que moi, je dis toujours, je travaille un peu, je suis en sciences humaines et sociales, mais je travaille à l'intersection de la clinique, de l'ingénierie et des sciences humaines et sociales. Au Shift, en fait, on a vraiment une approche ingénierique. Et ce que je dis toujours, c'est, voilà, il faut simplifier le discours. Et en fait, quand on discute pas mal avec les personnes qui font les calculs, on va dire, on arrive quand même à comprendre dans les grandes lignes de quoi il s'agit. Et c'est pareil quand on discute avec l'assurance maladie, et c'est pareil quand on discute avec les personnes qui font de la médecine. Donc, il y a des sujets très pointus sur lesquels je ne rentrerai pas. Mais sur ça, je vous assure que c'est tout à fait possible de comprendre un peu quelles sont les grandes tensions et ce qui permet d'avancer un peu sur ces sujets. Ouais. Et les échelles de délai là-dessus, c'est quoi ? Ça veut dire si là, si globalement on se dit, alors bon, évidemment, on est en période électorale, il va rien se passer cette année, j'imagine, de toute façon, sur ce genre de grosses décisions de transformation d'administration. C'est quoi les délais pour que ça voie le jour, ce genre de choses ? C'est un peu difficile ça pourrait être demain ou il y a plus de travail que ça quand même ? Je pense que demain, c'est un peu court. Oui, ça se compte un peu en années, mais il peut y avoir vraiment des orientations qui sont prises assez vite. En 2023, par exemple, il y a la planification écologique, transition écologique du système de santé qui est sortie. Donc avec un certain nombre d'objectifs. C'était surtout des objectifs d'atténuation à l'époque. On pourra en reparler, mais maintenant, on parle aussi beaucoup d'adaptation du système de santé au changement climatique, notamment. Et donc là, il y a eu effectivement une initiative qui a été portée. Bon, les changements de gouvernement successifs ont ralenti la mise en œuvre de cette planification écologique. Mais dans l'absolu, il y a des choses qui peuvent se passer sur la durée d'un mandat, quoi, hein. C'est pas nécessairement 15 ou 20 ans pour avoir un changement législatif. Voilà. Il y a d'autres dimensions qui sont peut-être un peu plus longues parfois, mais un peu plus décisives, parce que par exemple, sur les autorisations de mise sur le marché, on va plutôt être sur des niveaux européens. Ouais. Voilà. Donc là, j'avoue que je ne connais pas le détail. Ouais. Mais, Et est-ce qu'il y a une peur de freiner l'innovation ? Tu disais que justement, on a des labos qui sont très innovants aujourd'hui. Est-ce que quand on parle Europe, justement, on parle beaucoup de réglementation, en fait, si on a du retard sur les États-Unis, sur la Chine, alors on parle beaucoup de l'IA, mais on parle aussi d'autres sujets. Est-ce que du coup, ça pourrait être un des freins de se dire mais on n'arrivera pas à autant innover si on se pose des barrières de maintenant en plus il faut que nos médicaments respectent des chartes très précises d'impact carbone et environnementaux. Alors, si on est en retard sur les États-Unis, c'est qu'on est d'abord et avant tout 10 à 100 fois moins puissant en investissement dans la recherche. Hein. Je crois qu'il faut quand même partir de ce constat-là. Je reviens d'une année de recherche aux États-Unis, en fait, donc je vois à peu près comment ça marche. Donc, on n'a déjà pas du tout les mêmes moyens au départ. Ouais. Et je trouve qu'au contraire, on se débrouille plutôt bien pour, on va dire, On est débrouillard, quoi. Voilà, on est assez débrouillard pour réussir à avancer sur des sujets parfois qui sont complexes, notamment qui demandent beaucoup d'ingénierie ou de travail scientifique avec des moyens qui sont différents. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans des pays qui sont très investisseurs et très impliqués dans la recherche. Et évidemment, il y a une question d'investissement initial. Et la question de la réglementation, est-ce qu'elle est une contrainte à l'innovation ? Je ne suis pas sûre. Je pense que l'innovation naît de la contrainte, moi. Moi, je pense l'inverse, justement. Je crois que quand on est obligé de penser un système différemment, on est innovant. Donc si là, le premier ou les premiers qui arrivent à sortir des médicaments qui sont 10 fois moins impactants avec le même bénéfice patient seront très innovants. Donc là, je ne me fais pas tellement de soucis. Je pense que c'est juste une question d'orientation. Donc, d'incitation et de réglementation, vous savez, il faut toujours un peu les deux pour que ça avance vraiment. Moi, je reformule. Alors, on n'est pas en retard en innovation ou en moyens financiers. On est plutôt en avance en réglementation et en
et en produits qui seront adaptables sur le très long terme, quoi. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. On pourrait le regarder comme ça. Il n'empêche qu'on a quand même une tension sur l'approvisionnement médicamenteux aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder d'un peu près. Et il faut rester attentif au fait de pouvoir continuer à être, je ne sais pas si on doit dire compétitif, mais en tout cas, voilà, à pouvoir continuer à être approvisionné dans ce qui est aujourd'hui nos besoins de santé actuels. Donc là, on a quand même bien parlé de comment est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact carbone du système tel qu'il est aujourd'hui, du système actuel. Aujourd'hui, alors ce que je voyais dans une de tes conférences, c'est que les mesures techniques, donc là, qui nous permettent de réduire ces émissions-là, si on les additionne toutes et qu'on est capable de les mettre en place, on pourrait réduire de plus de 30% les émissions du secteur de la santé. Seulement, si on voulait pouvoir être sur un système soutenable, il faudrait qu'on soit plutôt autour de moins 80%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un changement structurel qui est nécessaire. Est-ce qu'on est capable d'aller plus loin avec là ce qu'on vient de dire et de toucher ces 80%, ou est-ce qu'il va falloir transformer le système de santé ? Alors là, pour le coup, on a beaucoup parlé des médicaments, et les moins de 30% dont tu parles aussi concernent la mobilité, l'électrification des flottes, par exemple. Le fait sont des sujets plus transverses et que, pour le coup, on a abordé en filigrane dans d'autres épisodes sur comment est-ce qu'on fait pour réduire l'impact de la mobilité, réduire l'impact, transport en commun, alimentation, chauffage, etc. C'est des sujets plus globaux qui sont peut-être moins liés santé, quoi. Ouais. Mais juste pour faire un peu la cascade de carbone là, qui est proposée dans le rapport, c'est effectivement, donc c'est moins de 30%, c'est plutôt lié à, on va dire, déplacement, alimentation, chauffage, utilisation des gaz médicaux, je crois qu'ils étaient mis aussi dans cela, la gestion des déchets, etc. Après, il y avait aussi toute une cascade sur l'effort demandé justement à l'industrie, que ce soit du côté de l'innovation pour la décarbonation ou que ce soit du côté du reconditionnement, parce que des fois, il y a des conditionnements de médicaments en emballage, par exemple, qui ne sont pas cohérents. Alors, ce n'est pas juste la fabrication de l'emballage, qui est déjà un petit sujet, mais c'est le fait qu'on va vous prescrire pour une semaine, et puis en fait, les boîtes, ça va être pour 2 semaines, par exemple. Aujourd'hui, on vous dit retournez en pharmacie ce que vous n'avez pas utilisé. Est-ce que c'est vraiment utile de ne pas produire à la demande déjà ? Ça ne sera pas remis dans le circuit, de toute façon. Alors, éventuellement, ça sera envoyé par le biais d'associations, etc., dans d'autres pays, etc., mais ça ne sera pas remis dans le circuit français. Donc, c'est perdu. Ces médicaments-là qui n'ont pas été utilisés, ils ont été produits pour rien. C'est du carbone pour rien. Voilà. Donc, déjà, être sur des systèmes, on fait des tentatives de dispensation à l'unité, c'est-à-dire qu'on va regarder exactement de combien de médicaments vous avez besoin, etc., etc. Donc, il y a tout ça à regarder. Et effectivement, il y a toujours un morceau, en fait, qu'on n'arrive pas à faire baisser. Et on ne parvient pas à être à nos moins 80% d'émissions d'ici 2050. Et en fait, une des réponses qui est donnée à ça, et même par les spécialistes du milieu, c'est de dire, en fait, il y a un enjeu sur ce qu'on appelle le juste soin, le fait de ne pas surprescrire, notamment, et la prévention et la promotion de la santé. Comment travailler collectivement à faire en sorte que on n'a pas forcément un réflexe médicamenteux quand on parle de santé, mais qu'on peut aussi avoir des réflexes qui sont différents, d'aménagement urbain, de modes de vie qui sont différents, d'alimentation qui sont différents pour les patients au quotidien, etc., etc. Et voilà. Et donc là, il y a un rapport qui est en cours d'écriture, dont le rapport intermédiaire va sortir au mois de mars et définitif à la fin de l'année 2026, et qui traite de ces questions-là. Donc sur la partie juste soin, en fait, on ne fait que regarder les lignes directrices qui existent déjà du côté de la HAS, de la Haute Autorité de la Santé, pour voir qu'est-ce qui est préconisé en fait en termes de prescription médicamenteuse, de parcours de soins, comment éventuellement améliorer les parcours de soins. Quand on a le choix entre des dispositifs qui ont le même effet ou des traitements qui ont le même effet, mais certains sont moins carbonés, essayer d'orienter en fait les prescripteurs vers ces traitements qui sont moins carbonés. Par exemple, pour les asthmatiques aujourd'hui, alors tous les exemples seront débattus par ceux qui nous écoutent. Étant asthmatique moi-même. Vas-y. Parfait. Vous avez la possibilité d'avoir des inhalateurs avec des gaz propulseurs ou en fait, il y a des dispositifs à base de poudre sèche. Bon, alors, elles conviennent pas à tout le monde parce qu'il y en a qui ont une capacité d'inhalation qui est plus faible et donc, du coup, il vaut mieux pour les gaz. Enfin, je rentre pas dans le détail technique, mais en gros, les inhalateurs à poudre sèche, c'est 10 fois moins de carbone en ordre de grandeur que les gaz
que les inhalateurs à gaz propulseur. Donc, on voit qu'il y a la possibilité, là, d'agir sur des petites choses. Il y a quand même... Je ne savais même pas qu'il y avait une alternative qui existait, tu vois. Voilà, parce qu'on n'y pense pas forcément, parce que tous les prescripteurs ne le savent pas forcément non plus. Et que, voilà, on est... vous savez, quand vous êtes médecin, vous faites de la formation continue en permanence, mais vous n'êtes pas forcément exposé à l'intégralité des innovations qui sont disponibles sur le marché ou remboursées, etc. Donc aussi, voilà, avoir la possibilité de systématiser, d'avoir peut-être même des logiciels à l'hôpital qui permettent de mettre en avant des solutions qui sont moins carbonées. C'est des choses que j'ai vues aux États-Unis, par exemple. Enfin, voilà. Donc, on est dans cette logique du juste soin. Et puis après, c'est aux soignants, aux cliniciens, aux médecins eux-mêmes, de discuter, on va dire, un peu en consortium entre eux pour savoir comment on peut faire évoluer nos pratiques. Ce qu'ils font déjà par ailleurs dans tous leurs congrès. Ouais. Mais voilà, d'amener cette dimension impact de long terme, impact carbone dans leur discussion. Et puis après, il y a tout le volet prévention et promotion de la santé. En prévention, on en fait déjà pas mal en santé. La vaccination, par exemple, je rappelle que la vaccination est un très bon outil de prévention qui permet d'éviter les maladies et donc d'éviter tout le stress qui sera engendré après sur le système de santé. J'ai des collègues qui ont fait des évaluations pour la vaccination contre la grippe pour les personnes âgées. C'est très efficace parce que ça évite en fait d'envoyer des personnes en réanimation. Et donc, ça évite de faire le service de réanimation est très consommateur, donc ça évite d'avoir de la consommation dans ce type de service. Voilà. Et puis, avec toutes les discussions qu'on peut avoir en ce moment sur la vaccination, je me permets d'insister un peu. Et puis, ça, c'est la prévention médicale, mais vous allez avoir en fait toute la prévention ou la promotion de la santé qui seront liées au mode de vie. On a aujourd'hui des collègues québécois qui font des prescriptions de nature, où ils vont dire, en fait, ma prescription, c'est d'aller marcher 1 heure en forêt. Et on commence à avoir des publications dans Nature, dans des revues sérieuses, qui montrent effectivement le bénéfice de l'exposition aux environnements naturels, quand ils ne sont pas trop pollués, évidemment. Mais voilà. Donc, on a aussi ces dynamiques-là qui commencent à se mettre en place, sachant qu'en France, on fait partie des pays qui prescrivent le plus de médicaments à la sortie du colloque singulier, c'est-à-dire quand vous allez voir votre médecin. Dans le parcours de traitant de soins. 9 fois sur 10, vous sortez avec une prescription médicamenteuse, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des Pays-Bas ou de l'Allemagne ou même de l'Espagne, où c'est un peu moins élevé ou beaucoup moins élevé. C'est culturel ou c'est le système de santé qui crée ça ? Il peut y avoir... Alors moi, je n'ai pas étudié cette question précisément. Il faudrait voir auprès de sociologues de la santé, peut-être qui ont regardé ça plus précisément. Il y a forcément une partie culturelle. Il y a aussi peut-être une partie de compensation du temps passé, c'est-à-dire que quand on va avoir des soignants qui vont être très sollicités parce qu'il y a des déserts médicaux, il y a moins de... Voilà, on va avoir un peu le réflexe de la prescription peut-être plus rapide parce qu'on a moins de temps en fait à consacrer à chaque patient. Donc ça peut être structurel, organisationnel. Moi, je suis pas très fan des causes uniques. Donc je pense que c'est un ensemble de causes qui amènent à une même situation, une même finalité. Et l'idée, ça serait effectivement d'identifier un peu ces causes pour pouvoir travailler dessus. Le fait aussi qu'on a une très bonne couverture santé qui fait qu'on a quand même beaucoup de soins de santé qui sont remboursés. Quand on compare à d'autres pays, on se rend compte que effectivement, ça aussi, peut-être que ça facilite. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer du tout. Hein. Au contraire, il faut conserver la couverture de santé universelle. Elle nous protège. Mais voilà, ça peut, de temps en temps, pouvait avoir des effets responsabiliser les acteurs. Un peu paradoxaux. Ouais. Tu parlais du coup d'un modèle préventif. Si on poussait le curseur un peu plus loin sur ce modèle-là, ça pourrait ressembler à quoi en 2040 dans 2 mandats, dans 3 mandats, un modèle qui fonctionne du coup, un modèle préventif qui fonctionne. Qu'est-ce que, alors effectivement, il y a des prescriptions de nature peut-être là-dedans, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Oui, en fait, il faut que l'intégralité du système soit incitatif pour en fait se préoccuper de sa santé plutôt en amont qu'en aval. Donc là, on constate assez vite que le lobby citoyen de la santé en général, parce qu'en fait, tous les groupes de pression sont des lobbies, même quand ils sont citoyens, va se confronter, et la science va se confronter à d'autres lobbies qui sont forts, qui sont l'industrie alimentaire, agroalimentaire par exemple. Vous allez avoir l'industrie du transport, vous allez avoir toutes les questions
la modification de l'urbanisme, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc sur la promotion de la santé, il y a un enjeu avec les connaissances aujourd'hui qu'on a à vraiment essayer de protéger les populations d'un point de vue réglementaire et aussi d'avoir une éducation des populations au maintien de leur bonne santé. Ne pas attendre de tomber malade avant de réagir sur les comportements individuels ou les habitudes de vie. Comportement individuel, j'ai un peu de mal avec cette expression, mais en tout cas les habitudes de vie. On a de très bonnes habitudes de vie en France qu'il faut conserver. Par exemple, le repas, c'est quelque chose de sacré. La cuisiner, c'est quelque chose d'important. Mais on a tendance à perdre, en fait, ce qui faisait notre force en termes de maintien de la qualité de vie, puisqu'on va plus vite. Et donc, il y a peut-être aussi notre rapport au travail qui est à repenser. Il y a peut-être aussi notre rapport au temps. Il y a plein de choses qui seraient à faire évoluer. Et dans les établissements de santé, plus spécifiquement, on pourrait imaginer qu'il y ait des rencontres qui soient spécifiques à l'éducation des populations à la santé. En fait, on pourrait aussi imaginer les hôpitaux comme des lieux de formation, de production de la connaissance, de formation. Oui, voilà, ce qui est déjà un peu le cas avec les hôpitaux universitaires, mais pouvoir l'étendre aussi à ces enjeux de santé environnementale qui sont de plus en plus prégnants. En fait, les enjeux de santé environnementale, ils ont diminué dans le cursus des médecins depuis les années 80-90 parce qu'on pensait qu'on était sorti de l'époque des maladies infectieuses. En gros, je caricature à gros traits, mais il y a un peu cette idée-là. Or, aujourd'hui, on est effectivement rentré dans la chronicisation des maladies. Donc, il y a beaucoup plus de maladies chroniques. Même certains cancers se chronicisent grâce au progrès médical, notamment. Par contre, on voit aussi qu'il y a une augmentation de cancers chez les populations plus jeunes. Et il y a le retour des maladies infectieuses, le Covid, par exemple, et d'autres maladies vectorielles. On sera touché par la dengue ou chikungunya dans n'importe quoi entre 2 et 8 ans en France. Enfin, voilà, on sait c'est en train d'arriver. Donc, en fait, on a tout ça à affronter un petit peu de front. Et ça, c'est en lien avec l'environnement. Donc, il y a vraiment un travail un peu en profondeur à faire pour que, à l'hôpital, on intègre dans les achats, dans la réglementation, dans les pratiques, dans les prescriptions, ces questions environnementales et dans l'éducation et la formation de la population et des soignants, ces questions environnementales de façon complètement transversale. Et si on voulait responsabiliser le citoyen, même si c'est toujours pas toujours le premier point nécessaire, mais si on repart avec une action, est-ce que moi je suis capable aujourd'hui, tu vois, j'ai 2 traitements de fond, l'un pour l'asthme, donc là tu m'as dit effectivement qu'il y avait cette alternative qui existe et potentiellement que je connaissais pas. J'ai un traitement de désensibilisation pour des allergies. Donc ça, c'est des trucs que je prends sur 2 ans, sur 3 ans. Est-ce que j'aurais moyen de regarder l'impact carbone de mes traitements et de pouvoir aussi, moi, derrière, arbitrer alors pas forcément je le prends ou je le prends pas, parce que dans certains cas, c'est indispensable de le prendre, mais est-ce qu'il y a voir si sur le marché, il y a des alternatives qui sont moins carbonées, etc. C'est disponible ça pour les citoyens ou pas du tout? C'est compliqué aujourd'hui. Et il y a des outils qui commencent à apparaître. Notamment, il y a le Lancet là, qui a lancé Med Zero. Vous avez des plateformes où on commence à voir les analyses de cycle de vie des produits, mais c'est pas encore très ergonomique. C'est pas forcément facile d'aller dessus. Et les soignants, en fait, ils plébiscitent d'avoir ce type d'outil. On a un outil de la PHP de l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui s'appelle Carebone et qui est en train d'essayer de faire ce travail-là. Et pour les patients, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut être extrêmement curieux pour réussir à connaître l'impact environnemental de son médicament aujourd'hui. Et notamment, nous, une des propositions qui était faite, c'était un affichage environnemental un peu à la façon du Nutri-Score, en fait, sur les produits pharmaceutiques. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on va se dire, mais en fait, moi, en tant que patient, j'ai pas le choix, quoi. Je suis obligée de me soigner. Oui, mais c'est pas. On n'a aussi pas le choix de s'alimenter. Et en fait, on est quand même très content de savoir comment les aliments ont été produits et si on peut avoir des alternatives, de pouvoir réfléchir à ces alternatives. Et quand il y en a pas, il y en a pas. Et c'est pas grave, en fait, et on continue à progresser sur le sujet. Je pense que les d'abord de la transparence, et puis après, on voit si le choix existe, quoi. Exactement. Les associations de patients aujourd'hui, elles sont en train de monter en compétence sur ce sujet de l'impact environnemental. Je pense qu'elles sont très importantes dans le débat. On ne voit pas assez le patient sur le sujet de l'impact environnemental de la santé. Et voilà, à mon avis, ça peut être un levier formidable aussi pour motiver l'assurance maladie, les industries, les soignants aussi à évoluer sur ces questions. Toi, tu racontes que tu as eu ton déclic pendant ta grossesse. Oui. Ça a changé quoi dans ta manière de voir ce métier, dans ta manière, je sais pas, de voir ton système de santé, de la façon dont tu te soignes aussi? Est-ce que ça a changé des choses?
Aujourd'hui, moi, je vais vraiment faire attention à effectivement ce qui va être en fait les sources de pollution autour de ma famille directement. La pollution, en gros, c'est ce que je mange, ce que je bois et ce que je respire, pour le faire très, très rapidement. Et donc ça, c'est un peu le deuxième axe, parce qu'il y a le carbone, il y a la pollution, puis il y a les enjeux de biodiversité. Donc il y a un peu ces 3 gros impacts sur la population. Plus directement, on peut s'occuper des pollutions qu'il y a autour de nous. Et j'ai regardé les enjeux carbone parce que moi, j'ai toujours évolué dans des milieux ingénieriques. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un intérêt très fort pour les sciences humaines et sociales à aller regarder comment se construisent en fait ces connaissances autour du carbone et ce qu'on peut nous en faire, comment on peut l'appliquer dans les organisations humaines pour que ce soit des leviers de transformation. Surtout que voilà, le changement climatique aujourd'hui, c'est un peu désagréable. Dans 20, 30, 40 ans, ça risque d'être très désagréable par moment. Donc, je voyais aussi cette perspective de plus long terme en me disant il faut que ce soit intégré dans nos travaux, quoi, quel que soit le travail qu'on réalise. Et dans 20, 30, 40 ans, alors si on fait rien sur ce qu'on vient de raconter dans cet épisode, à quoi ça ressemble le système de santé si on ne bouge pas dans 20, 30, 40 ans ? Alors là, c'est un tout petit peu de la cartomancie, c'est difficile. Ouais. C'est le moment, Madame Irma. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder un peu les zones de vulnérabilité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a une chaîne d'approvisionnement pour le système de santé qui est très complexe et qui dépend de beaucoup d'acteurs, qui ne seront peut-être pas toujours nos alliés d'ailleurs. Donc même si, on n'a jamais d'amis en politique, c'est toujours que des échanges commerciaux et de bons procédés. Mais néanmoins, voilà, ça fait partie des choses importantes, l'expertise technique, la connaissance et les ressources primaires, la matière première, etc. Ce sont des choses qu'il faut pouvoir assurer sur le long terme. Donc ça fait partie déjà des vulnérabilités qui sont importantes, liées au fait que les ressources fossiles sont peut-être pas infinies. Ça fait partie aussi des points qui sont souvent travaillés par le Shift. Et ça, c'est un point qui est aussi important, qui fait vraiment partie des vulnérabilités. Et après, on va avoir la vulnérabilité sur les populations, c'est-à-dire l'impact de ce changement climatique sur la santé des populations. Là, il y a toute une variété d'impacts cardiovasculaires, respiratoires. Voilà, pour le coup, peut-être que tu le ressens parfois déjà en été. Il y a les impacts aussi sur la mortalité d'une manière générale sous diverses formes, mais aussi via les maladies vectorielles. Les impacts dans d'autres régions, pour l'instant, nous, on n'est pas touchés, mais sur l'eau et l'alimentation. On va avoir des impacts aussi de santé mentale. Et pour le coup, nous, on commence déjà à les sentir. Et ça augmente la pression sur le système de santé lui-même. Mais le système de santé, il est dans un territoire, il est imbriqué dans une réalité physique. Il y a une géographie autour de lui. Il n'est pas comme ça, tout seul, en haut d'une montagne, épargné de tout. Et donc aujourd'hui, on commence aussi à regarder c'est quoi les vulnérabilités des hôpitaux, des établissements, des routes qui mènent aux hôpitaux. Parce que l'accès à l'hôpital, en fait, c'est crucial. Et comment on fait pour protéger ce système de santé qui, en fait, subit déjà les impacts. Moi, j'ai déjà eu des exemples de gens qui m'ont dit les moteurs d'ascenseur sur le toit, ils ont cramé pendant une canicule. On n'avait plus d'ascenseur. On a dû sortir tous les patients. Il faisait trop chaud dans le bloc opératoire. On a dû fermer le bloc opératoire. On avait des problèmes de refroidissement des chambres, etc. On avait des problèmes d'inondation des systèmes d'information qui étaient en sous-sol, etc., etc. Donc ces expositions-là vont avoir tendance à croître. Donc une fois qu'on a commencé à analyser les vulnérabilités, on se dit, là, avec le changement climatique, les problèmes environnementaux, normalement, potentiellement, elles augmentent toutes. Donc comment on fait pour se protéger ? Et on essaye de travailler sur ça, notamment au sein de la chaire ASP. Est-ce que tu es optimiste pour la génération future en termes de santé ? Moi, j'aime bien la phrase « il est trop tard pour être pessimiste ». Je pense que chaque génération d'humains a été imbriquée dans des situations qui étaient parfois très complexes. Je ne sais pas si c'était plus facile de vivre au début du XXe siècle, à l'aube de 2 guerres mondiales absolument abominables. Est-ce que c'était plus facile de vivre au Moyen-Âge ? Je ne suis pas sûre, en fait. Je pense qu'on va être obligé de passer par un certain nombre d'étapes et de difficultés. On aura des surprises. Je pense que le plus difficile, c'est qu'on va connaître des choses que nos parents n'ont pas connues, nos grands-parents n'ont pas connues, et qui vont nous surprendre, négativement certainement. Mais je crois aussi que dans le même temps, on peut être surpris positivement par des transformations sociétales qui pourraient aller dans le bon sens, même si les signaux politiques actuels ne sont pas toujours très rassurants. Et puis revenir un peu sur ce qui est important pour nous.
La science, c'est un puits de connaissances qui est hyper important pour l'avenir. L'entraide, la démocratie, c'est quand même un outil qui peut être très utile s'il est bien utilisé, etc., etc. Donc, je dirais qu'il faut être optimiste. J'ai des enfants, je ne peux pas être pessimiste. Bah écoute, merci pour ces bons mots de fin. Ça fait déjà 50 minutes qu'on enregistre. Si vous êtes encore là, vous faites vraiment partie de nos auditeurs préférés. Alors, c'est vraiment le moment, si ce n'est pas encore le cas, de mettre les petites étoiles sur votre plateforme d'écoute, de liker, de commenter les épisodes, de nous laisser des petits mots et puis de nous contacter potentiellement sur LinkedIn, sur Instagram, si vous avez des idées d'épisodes que vous voulez qu'on enregistre. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et je te dis à bientôt. Merci beaucoup pour ta présence. Merci Xavier. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.